Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Philippe Cohn. Philippe Cohn qui est chercheur INSERM à Pointe-à-Pitre depuis plusieurs années. Et Philippe a la particularité qu'on a trouvé intéressant avec Alain Cohen-Solal, c'est de travailler essentiellement sur les globules rouges, sur l'hémoréologie, toutes ces choses-là qu'on a tous un tout petit peu oubliées. Et c'est vrai qu'on a oublié, alors qu'on est spécialiste des maladies cardiaques et vasculaires, que certes il y a un contenant, mais il y a aussi un contenu, et ce contenu peut interférer sur les pathologies. Alors je vais voir avec Philippe un petit peu les nouveautés. Dans la communication qu'il a fait, on a appris plein de choses nouvelles. Donc tout d'abord, Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, très rapidement, ce que c'est que l'hémoréologie et quelle importance ça peut avoir pour nous cardiologues? Alors, en quelques mots, l'hémoréologie, c'est l'étude des propriétés biophysiques et d'écoulement du sang. Donc on étudie plus particulièrement la viscosité sanguine et puis ensuite les propriétés de déformabilité et d'agrégation des globules rouges. En physiologie cardiovasculaire, en fait classiquement on attribue un effet délétère de l'augmentation de la viscosité sanguine sur la fonction vasculaire, notamment sur les résistances vasculaires, et il semblerait que depuis quelques années on assiste à une modification, un changement de la perception des gens vis-à-vis de la viscosité sanguine, puisqu'il a été montré que sur une fonction vasculaire intacte, une augmentation de la viscosité sanguine, si elle n'est pas trop large bien sûr, au contraire favorisait une vasodilatation et donc une adaptation de la fonction vasculaire bénéfique à l'individu. Donc comme vous l'avez bien dit, vous avez parlé de fonction vasculaire donc intacte, ce qui n'est pas souvent le cas chez nos patients, en particulier quand ils ont des facteurs de risque, même s'ils n'ont pas de pathologie avérée. Et puis en plus, d'après ce que j'ai retenu, ce que vous aviez dit, et ça on s'en est rendu compte un tout petit peu aussi, c'est que le problème qu'on a, c'est que les vaisseaux ne sont pas des tuyaux rigides et qu'il peut y avoir une interaction entre le contenant et le contenu. Et c'est un petit peu ce dont vous nous avez parlé. Quelles sont les grandes nouveautés justement entre l'effet du contenu sur le contenant? Les globules rouges, en fin de compte, ils transportent que de l'oxygène, c'est ça leur seul boulot? Non, alors une des grandes nouveautés, c'est ce qu'on appelle, de façon un peu compliquée, la fonction érythrocrine du globule rouge. Et en fait, alors il y a plusieurs décennies, on pensait que le globule rouge était juste un sac à hémoglobine, et donc son rôle était juste un rôle de transport de l'oxygène, même si c'est important. Mais il semblerait aussi qu'il joue un rôle direct sur la modulation de la fonction vasculaire. Et on a montré par exemple que le globule rouge, en 2006, avait une hémosynthase érythrocytaire, donc du même type que la hémosynthase endothéliale, qui est fonctionnelle et qui est capable de produire du monoxyde d'azote. Et il a été montré que ce monoxyde d'azote produit par les globules rouges avait une efficacité au niveau des processus de vasodilatation. Donc ça place le globule rouge également, pas au centre, mais en tout cas comme un gros contributeur de la modulation de la fonction vasculaire et des résistances vasculaires. Et alors donc tout à l'heure vous nous avez parlé de fonction vasculaire normale. Si maintenant je suis un patient qui a un facteur de risque, qui est un peu hypertendu, qui fume, qui a des parois qui ont perdu un petit peu de leur capacité, comment ça va se passer un petit peu cette interférence? Ça va au niveau de vos globules rouges, est-ce qu'ils peuvent interférer aussi sur cette paroi? Oui, alors ce qui a été, il y a une étude, il y a plusieurs, mais il y a une étude notamment qui a montré que par exemple chez les coronariens, on avait une dépression de l'activité de la hémosynthase érythrocytaire et du coup ils étaient moins capables de produire du monoxyde d'azote. Donc suggérant que ça pourrait également contribuer au processus de rigidification des artères, etc. Et il y a également une étude chez l'animal qui a clairement montré sur la souris knockout sans inos, hypertendue, etc. que lorsqu'on restituait des cellules circulantes qui étaient capables de produire du monoxyde d'azote, eh bien on normalisait la pression artérielle. Donc ça place le globule rouge comme un contributeur important dans la modulation de la fonction vasculaire. Donc nos patients n'ont pas que leur contenant qui est altéré, mais le contenu peut aussi mal fonctionner, et donc il y a une interférence entre les deux. Ouais. Alors si je les entraîne, est-ce que je vais rétablir? Alors c'est une bonne question. Pour le moment, il y a très peu de travaux qui ont focalisé sur le réentraînement des patients vis-à-vis de cette hémosynthase. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que chez le sportif, quand on lui fait faire un exercice physique, on stimule
l'activité de cette énosynthase qui va produire du coup beaucoup plus de monoxyde d'azote. Il y a également un travail par une équipe allemande qui a montré que par contre, quand on les entraînait trop, donc, je ne sais pas si on peut parler de surentraînement, mais en tout cas d'overreaching peut-être, de surcharge, là par contre on redéprimait la énosynthase fonctionnelle. Donc il y a probablement un effet bénéfique, mais après tout est une question de dose. Donc toujours pareil, point trop n'en faut, il faut connaître les limites. Enfin, dernier point, vous nous avez parlé d'une question que nous on connaît mal, mais que les Américains connaissent un tout petit peu plus avec les Afro-Américains, et puis le problème qui peut se poser en Afrique. On avait eu le cas d'un joueur de football de l'équipe de France, alors lui c'était pas une drépanocytose, c'était une thalassémie, je crois, c'est ma mémoire bonne, qui quand il est monté en altitude, il s'est pas senti très bien, je sais plus. Et on s'en est rendu compte qu'à ce moment-là, ce qui montrait le suivi de nos athlètes. Donc la drépanocytose et le sport. La drépanocytose, est-ce que ça doit faire partie des contre-indications pour la pratique sportive? Alors, il y a deux choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Il ne faut pas confondre trait drépanocytaire et drépanocytose, parce que c'est une maladie autosomique récessive. Donc ça signifie qu'une personne peut avoir une copie du gène mutée, mais elle ne va pas exprimer la maladie, parce que c'est récessif. Là on parle de porteurs du trait drépanocytaire, et c'est le cas par exemple aux Antilles, on a environ entre 8 et 10% de la population qui est porteur du trait drépanocytaire. Ils n'encourent aucun risque. Maintenant après il y a quelques restrictions effectivement à haute altitude, où là on peut avoir une séquestration splénique ou ce genre de choses, et c'est ce genre de problème qu'avait fait le footballeur. Voilà, le footballeur qui était porteur de trait drépanocytaire. Maintenant c'est très très rare, mais ça a été parfois décrit dans la littérature. Pour ce qui est du drépanocytaire, pour l'instant c'est très simple, on les autorise pas trop à pratiquer on les autorisait pas trop à pratiquer une activité physique. Maintenant les choses sont en train de changer. Les drépanocytologues, tout en prenant des réserves, n'excluent pas la pratique sportive pour un drépanocytaire. Mais il faut que ce soit une pratique légère, même si c'est compliqué de définir ce que c'est qu'une pratique légère. On leur demande de se reposer, de ne pas hésiter à prendre une période de repos si à un moment donné ils sont trop essoufflés, de bien boire, parce que pour eux l'hydratation est encore plus importante que chez une autre personne. Donc on les autorise à pratiquer, mais c'est une pratique légère. Maintenant la question est de savoir si une pratique quotidienne peut participer au bénéfice, peut avoir un bénéfice clinique dans cette population. Et là, la question est complètement ouverte. Et dans cette population, on a un déficit périphérique puisqu'il ne bouge pas beaucoup. Est-ce qu'on a aussi une forme de myopathie, entre guillemets, comme on observe dans les autres pathologies chroniques ou pas? Alors, sans trop dévoiler les résultats, mais c'est une étude de Léonard Fesson et Laurent Messonnier. On a vu il y a pas longtemps. Alors, je sais que je ne veux pas trop dévoiler parce que c'est un papier qui est en cours de publication, ils l'ont soumis, mais je sais qu'ils ont fait des biopsies musculaires chez le drépanocytaire, homozygote, SS, et qu'ils ont décrit un certain nombre d'anomalies, à la fois de la microcirculation, également des anomalies au niveau enzymatique, avec, si je me souviens bien, une diminution de l'activité des enzymes oxydatives, ou ce genre de choses. Donc, probablement, c'est le fruit d'un déconditionnement, mais il y a peut-être aussi, à force de faire des occlusions répétées au niveau musculaire, il y a peut-être aussi des adaptations qui se font. Donc on se retrouve quand même sûrement avec ce cercle vicieux de la sédentarité qui touche, qu'il n'y a pas de raison que ça ne les touche pas plus ces patients, donc peut-être leur proposer ou réfléchir, comme vous l'avez dit, à une activité physique. Donc pour terminer, je crois qu'il faut qu'on retienne bien que là encore, ça a été comme quand on a découvert, vous vous rappelez, l'insuffisance cardiaque, on a traité d'abord notre myocarde, on a donné des médicaments, on a tué des gens en leur donnant des médicaments inotroppositifs. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en leur donnant des vasodilatateurs, donc en touchant simplement la post-charge, en la diminuant, on les améliorait. Mais maintenant, on en est encore un tout petit peu plus loin. Il y a aussi le contenant, il y a aussi les globules rouges qui ont un rôle, ils ne font pas que transporter l'oxygène comme nous l'a dit Philippe. Peut-être qu'il va y avoir des actions pour leur favoriser la libération de la hémosynthase. En tout cas, un grand merci parce que votre communication nous a apporté des choses, nous a montré combien on connaissait peu de choses dans ce domaine. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.